Je pense que c'est le temps d'une bière. Je pourrais me tromper, mais je pense qu'on est rendu là dans la vie. Ouais, au moins une ou deux. Au moins une. Ben, c'est le temps d'une bière. Il peut y en avoir deux, mais en général, moi, quand je commence à parler, j'oublie de boire. Mhm. Puis c'est correct, on n'est pas obligé de boire. Non. Mais ma bière pourrait commencer à s'ennuyer. Ouais. Là, Frank, tu sais qu'aujourd'hui, on va parler encore une fois de la prohibition. Mhm. On va explorer un peu l'impact de la prohibition américaine sur l'histoire de Cuba. Ouais, oui. Mais d'abord, passons aux priorités. Oui. Qu'est-ce que tu bois, toi? Une bière des Trous du Diable. Trou du diable, oui, ils sont Ouais. assez fameux. Une petite brasserie de Shawinigan. Hein? Mhm. La Pitoune, qui est une Keller's Pills. Bonne petite bière. Je te dirais qu'elle passe assez bien. Satisfaisante, Oui, peintable. oui. Très peintable, en fait. Une bière bien peintable de la Stille Énergie. Écoute, moi, j'ai une Philémon du 5e Baron, qui est une Brown Ale, que j'ai pas encore goûté, mais je veux tirer ton attention vers une chose. Je viens de réaliser que c'est la première fois que je vois sur une bière, sur son emballage, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. J'ai jamais vu ça sur une bière avant. Je sais pas si c'est moi qui porte pas attention suffisamment, mais c'est la première fois que je lis ça. Puis je trouve que c'est une excellente entrée en matière pour les origines de ce dont on veut parler, Mhm. c'est-à-dire la prohibition américaine. Parce qu'il y a des millions de personnes qui se mettent ensemble pour faire du lobbyisme, pour interdire la production, la vente et le transport d'alcool aux États-Unis. Et Oui. ça, c'est l'enjeu de notre discussion d'aujourd'hui. Oui. Alors, ben d'abord, je vais goûter à cette bière-là. Mhm. Hmm. Un Ensuite, sirop. je vais approuver. Et ensuite, je vais te poser la question, Oui. peux-tu nous expliquer un peu dans les grandes lignes comment est-ce que la prohibition américaine va jouer sur l'histoire de Cuba? Si tu es capable de nous résumer un peu qu'est-ce qui se passe. Euh, Tout d'abord, quand la prohibition va apparaître au début des années 20 aux Mhm. États-Unis, justement, le Volstead Act, ok, qui va être voté puis promulgué, les États-Unis sont à sec. Il n'y a plus le droit d'importer, distribuer, faire de l'alcool, vendre de l'alcool, ainsi de suite, sur le territoire des États-Unis. Mhm. Alors, il y a une débouchée qui va s'offrir aux marché noir, dont le crime organisé, qui vont prendre de l'ampleur dans la mafia américaine, Ouais. pour justement trouver des billes de boisson, mais aussi trouver des manières de contourner légalement la loi afin de subvenir aux besoins d'alcool d'une part de la population. Mhm. Puis justement, ce qui tombe bien, c'est que pas loin de la Floride, un territoire des Caraïbes, qui est Cuba, ça va être un endroit idéal pour justement commencer à implanter un réseau d'hôtels de luxe, de Mhm. casinos, de bordels et d'endroits pour faire la distillation parce que Cuba, c'est regorge de canne à sucre, puis produire du rhum à Mais Cuba. oui. Fait que pouvoir exporter ça vers les États-Unis et aussi de faire venir des Américains vers Cuba, ça a été idéal. Mais il va y avoir Ouais. des conditions aussi politiques qui vont être parfaite justement pour aider la mafia américaine de prendre pied sur le territoire de Cuba dans le régime de Batista, justement. Qui était, disons, l'homme fort au pouvoir avant la prise de pouvoir par Fidel Castro. Justement, ben, c'est une des raisons pourquoi que Fidel Castro va arriver, c'est que Batista, dans ses régimes, Mhm. c'est un simple sergent qui a fait un coup d'État avec d'autres militaires, renversé un gouvernement démocratiquement élu, puis instauré son régime. D'habitude, Mhm. les États-Unis n'ont pas trop de problèmes. On peut le voir dans l'histoire des pays d'Amérique latine. Si le régime il a tendance à ne pas être communiste, hein, on s'entend, au Mhm. moindrement socialisme, tu es sûr et certain que lui peut mettre sa dictature. On est en plein milieu de la guerre froide, on a Même peur qu'un pas. régime... Ah non, c'est avant ça? Même avant. OK, OK. Parce que là, on est dans les années 30, Mhm. à peu près. C'est vrai. Puis la mafia est déjà installée. Fait que non, il n'y a pas d'esprit de guerre froide nullement. Mhm. Mais il y a beaucoup de politiciens américains, beaucoup de vedettes, beaucoup de personnes aiment aller justement à Cuba pour profiter de les casinos, profiter de ce genre de Ouais. club med avant son temps, Mhm. idéalement. Euh, Puis c'est la mafia qui a une grande partie du contrôle de ce trafic-là, ce revenu-là. Batista pige là-dedans, en plus, pour justement se remplir les poches. Ouais, puis il faut mentionner aussi le contexte géographique qui fait de Cuba un lieu de visitation et un lieu d'importation absolument unique.
D'abord, c'est une île, Mhm. donc on peut y rentrer de plusieurs directions différentes. Oui, Ensuite, Cuba est très, très, très près des côtes de la Floride. Tu peux t'y rendre par bateau en quelques heures à peine, oui. et par avion. Dans 2 heures, je pense, tu peux quitter Miami, puis dans la même journée, tu peux être assis sur un balcon d'un bel hôtel Mhm. particulier voilà, de la Havane, et finalement, dans la même journée, bref, tu peux quitter, arriver, puis te prélasser sur les plages et en profiter. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu bien avant la prohibition. Il y a déjà des dizaines de milliers d'Américains qui, à chaque année, partent s'installer à la Havane. Mhm. Pas juste visiter, mais bel et bien Ah s'installer. oui. En 1920, Euh, on a au moins 30 000 personnes qui quittent les États-Unis pour aller s'installer à la Havane. Ces gens-là vont mhm. investir, vont créer leur propre communauté d'expatriés, vont lancer des business. Ça, évidemment, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Non, vraiment pas. Mhm. Puis il y a une source de revenus là-dedans qui échappe au fisc américain parce qu'il y a une forme d'évasion fiscale va se Tout à faire. fait. Puis ce qui est un peu spécial, c'est qu'il y a beaucoup de politiciens américains qui en profitent aussi. Fait que eux-mêmes qui vont, c'est ça, ils devraient lutter contre cette évasion-là. Ils le feront pas parce qu'ils en profitent d'assaut tous à Cuba. Puis Mhm. Batista là-dedans, même tu donnes un exemple comment c'était l'homme fort du pays, même quand il va perdre les élections démocratiquement, il va rester quand même en arrière des rouages du pouvoir pour garder le contrôle en arrière. Il va avoir aussi de l'aide de la mafia américaine. Mhm. J'y reviendrai un peu sur le rôle de la mafia avec lui, mais quand même, ce qu'il va quand même refaire des élections, mais avec de la corruption, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il va réussir à reprendre le pouvoir. Mhm. Et grosso modo, ce qui va être problématique, c'est que lui, il va se servir de cet argent-là qui vient des États-Unis surtout, puis du crime organisé. Il va se le mettre dans ses poches, puis une clique autour de lui, mais Ouais. l'ensemble de la population cubaine va être encore très exploitée, puis ils vont, on s'entend, commencer à vouloir se révolter graduellement. Mais pendant l'âge d'or de la prohibition américaine, puis la montée de la puissance du crime organisé américain, le régime de Mhm. Batista était gras dur, on pourrait dire, puis assuré de perdurer pendant des années, on s'entend. Donc, on parle de 1920 à 1933, qui est la durée de la prohibition américaine. Ouais, les années 30, c'est ça. Ça va être pas mal la période d'âge d'or aussi de Batista. Il y avait déjà il y avait déjà une présence américaine, il y avait déjà un certain niveau de commerce, il y avait déjà une espèce de rôle de transbordement pour des marchandises, disons, européennes. Et tout ça va prendre beaucoup d'ampleur Mhm. avec la prohibition américaine. Une chose qui est absolument fascinante, c'est à quel point la prohibition change le rapport avec Cuba et finalement change Cuba. Il y a deux choses en particulier. Mhm. Euh, Parce que c'est maintenant impossible d'exporter aux États-Unis à cause des lois sur la sécheresse, Ouais. eh bien, les producteurs d'alcool européens ne sont pas fous. Ils vont, à la place d'envoyer leur stock aux États-Unis, l'envoyer à Cuba, qui est maintenant le lieu de transbordement. Mhm. Et puis là, arrivera ce qu'il arrivera bien. Donc, les producteurs d'alcool européens envoient leur stock à Cuba, et là, les tierces parties commencent à se charger eux-mêmes d'amener cet alcool-là aux États-Unis. Et dans l'autre direction, aux États-Unis, il y a toute une classe, en fait, plusieurs classes de travailleurs dans le monde des alcools et Mhm. du divertissement qui se retrouvent sans emploi à cause de l'illégalité même des bars et de leur activité, ou plutôt de Justement. leurs matières premières. Alors, ces gens-là, en particulier des barman, s'en vont à Cuba. Ouais. Il y a des producteurs américains d'ailleurs qui vont aller acheter à Cuba, qui vont Mhm. se déplacer, qui vont déplacer leurs opérations à Cuba. Il y a des musiciens, ils vont vers beaucoup de shows aussi à Cuba. Mhm. Puis même on peut dire Ernest Hemingway, un des plus grands écrivains américains, Ouais, ouais, va ouais. finir sa vie à Cuba, hein. Parce que justement, il aimait mieux vivre là-bas, puis il y avait comme un genre d'idéal. Fait que je veux pas, il Mhm. y avait une forme, pour ces gens-là d'Américains, il y avait une forme de paradis qu'ils voulaient créer, puis Mhm. ils se sont un peu appropriés, on pourrait le dire d'une certaine manière. Une appropriation touristique, une appropriation Mhm. qui génère certainement des flamèches avec la population locale, puis certainement pour des gens comme Castro qui regardent
cette arrivée-là comme une évasion et qui se dit, ben, ces gens-là sont encoquinés avec le pouvoir qui Ouais. nous opprime, Puis ils nous exploitent. on ne les veut pas. Mhm. Et puis, ben, je pense qu'on s'entend que c'est quelque chose qui se comprend. Mais c'est ça, c'est, c'est c'est vague après vague d'invasion d'étrangers qui arrivent à Cuba avec leur argent, avec Ouais. leurs acoquinages, avec leurs accès privilégiés. Et ben, tout d'un coup, il y a une lutte qui se présente par exemple, les barman américains qui arrivent par milliers, là, peut-être même une dizaine de milliers. Mhm. C'est vraiment beaucoup, c'est pas juste des barman, c'est des gens qui travaillent plus ou moins Dans dans le le monde. milieu, C'est là-dedans, ça. c'est ça. Et puis, ben ça va créer un tollé de protestation. Et puis, les barmen cubains en particulier vont s'associer, vont réclamer qu'il faille parler espagnol pour qu'on puisse servir, ou alors qu'il faille être Mhm. cubain pour qu'on puisse servir de l'alcool. Il va y avoir gain de cause. Oui. Mais avant qu'il y ait gain de cause, ils vont faire une espèce de drôle d'entourloupe. Ils vont faire de la pression pour que on engage des barmen espagnols qui viennent d'Espagne pour contrer les barman américains qui viennent envahir. Puis ça, évidemment, il faut regarder ça avec un peu de recul parce que c'est pas juste une évasion de barman américains. C'est des hommes d'affaires, C'est ça. c'est des capitalistes, c'est Mhm. des industrialistes, c'est toutes sortes de monde. Oui, puis même te donner un exemple, beaucoup de ces gens d'affaires-là, ils faisaient leur argent de leur coin, OK? Puis ils donnaient pas leur juste part à Batista et à son régime. Mhm. Ce qui n'a pas plu, justement, au dictateur. Alors, il a comme convient un peu des membres de l'élite de la mafia américaine, dont Meyer Lansky, qui était un membre à la tête du comité de New York dans toute l'organisation du gros syndicat du crime organisé Un gros bonnet, américain. là, finalement. Exactement. Puis lui-même va partir à Cuba en mission pour réorganiser les casinos, réorganiser le jeu, la prostitution, toutes ces affaires-là, tout l'argent revienne plus pyramidal, qu'une bonne retombée dans les poches de Batista, une bonne retombée dans les poches de la mafia. Puis, point que ça, c'est que lui, il a amené aussi ses hommes de main. Ils ont fait une liquidation puis nettoyage, comme par exemple des personnes qui étaient dans des syndicats ouvriers pour lutter contre l'exploitation, d'autres groupes populaires. Après ça, par exemple, des personnes qui jasaient trop, qui bousculaient ou qui donnaient pas assez leur dû. Les subversifs. Ouais, ben, ils se faisaient... Des gens comme nous, dans le fond. Ouais, peut-être. Discrètement. Mais il se faisait généralement assez tasser rapidement, liquider. Puis après ça, ça a donné une forme de mainmise de Batista encore plus politiquement sur l'économie. Puis c'est là que ça a commencé à jaser surtout contre lui. Parce que là, on se demande, c'est-tu lui qui est le pantin ou c'est la mafia qui... En tout cas, parce que là, on le voyait. Qui est le pantin de qui? Qui est le C'est parrain ça. de qui? Mhm. Ça brouille les cartes. Pourtant, l'association est claire qui incrimine les deux partenaires dans cette sale affaire. Ouais. Mais j'avais une idée que je suis en train d'oublier. Ah oui. Est-ce que, si je comprends bien, là, ce que tu me dis, c'est que Mhm. c'est la mafia new-yorkaise, essentiellement, parce que Ouais. c'est à New York que c'est basé, puis Chicago, puis Cincinnati sont des villes importantes, mais surtout New York. Ouais. Donc, c'est les syndicats du crime de New York qui vont prêter main forte à Batista pour lui permettre de consolider son régime. Mhm. Ils vont prêter des mains, ils vont prêter de l'argent, Ouais, ils vont ouais. prêter des armes, j'imagine. Ben, pas vraiment besoin. Ben, d'une certaine façon, Batista, il a déjà le contrôle de l'arsenal sur le pays. Je comprends. Puis Ça a les du mafieux, sens. ils ont différentes façons de détourner des stocks d'armement aussi eux-mêmes. Fait que c'est pas eux autres qui ont de la misère de se trouver la fameuse mitraillette Thompson, fusil semi-automatique. Tu sais, comme bref, tu sais, Calibre 45. c'est carrément ça. Tu sais, des bons jouets qui sont accessibles déjà sur le sol des États-Unis, qui n'ont pas trop de difficultés. Ça va les servir. Puis, veut pas, ils ont déjà fait leurs armes aux États-Unis. Fait que d'utiliser leur même méthode brutale de deux façons qui sont tout à temps brillants un peu là-dessus. Il y a une partie de la mafia qui va faire tout le temps une sensibilisation auprès de la population publique, tu sais, des œuvres de charité, hein, une petite soupe populaire, redonner un peu d'argent à la population, faire semblant que, regardez, on n'est pas si méchant que ça tombe bien. Hein. Comme par exemple, on va construire un orphelinat. Ah, c'est cute, tout le monde aime ça. Puis de l'autre côté, ben, ils vont descendre le représentant syndical parce que lui, il luttait contre l'exploitation des salaires, des conditions idéales pour les ouvriers.
Puis souvent, ben, les syndicats, ils vont être plus tard s'ils ne sont pas contrôlés par l'État. Ben, bref, tu le vois. Fait que On d'un supporte côté, les pauvres, mais pas ceux qui veulent s'enrichir. c'est justement pas. Il y a une seule gang qui peut s'enrichir, c'est soit le régime, Ouais. puis en fait, ils ont même dit précisément, c'est 14 personnes autour de Batista et lui, OK. et qui vont s'accaparer pas mal les richesses de l'île de Cuba dans leur poche. Fait que quand on donne le chiffre de 14, c'est pas très gros. Fait qu'on voit que l'ensemble de la population cubaine, ben, ils vivent pas très bien. Puis la mafia américaine, elle va faire encore des millions de dollars de revenus dans ses poches. Même quand l'abolition va être abrogée, c'est pas grave, ils sont tellement bien implantés sur l'île parce que là, ils ont tout construit un réseau énorme de casinos, de lieux de villégiature que ça va leur donner les bases après pour reproduire ce scénario-là, mais sur le territoire du Nevada à Las Vegas. Wow. Ils ont commencé, ils ont fait un peu leur genre de mini-paradis du vice et du jeu sur Cuba pour tester un peu. C'est un laboratoire, en fait. Je comprends. Mais ce que tu me dis, c'est que Cuba est la plateforme d'expansion par excellence pour l'internationalisation des cartels de la mafia qui sont basés à New York et dans l'Est des États-Unis pour finalement mieux prendre d'assaut le reste des États-Unis puis finalement le monde tant que c'est possible. Oui, et si un mafia avait un mandat d'arrêt, il va prendre des vacances à Cuba. Ben justement, c'est ce qui me fait Après penser ça, que Lucky Luciano, il était en exil à Cuba, non? Oui, pendant un certain temps. Il avait fui la police pour en profiter pour prendre bien des verres de Bacardi en construisant des hôtels. Oui, puis Lucky Luciano, ben, un autre membre de la tête des gangs de criminels de New York aussi. Tu sais, je veux dire, c'était pas des deux de pique dans le réseau du crime organisé. Puis souvent, quand il y avait trop d'attention ou qu'il y avait de la poursuite de la justice, Cuba était à côté, il pouvait se sauver. Vu qu'il était tellement bien réseauté, il n'y avait pas trop de problèmes. Puis il dormait quand même adéquatement dans des logements de luxe. Ouais, c'est là que le 2 heures d'avion entre les États-Unis puis la Havane vient dans l'équation. Il y avait des vols à chaque jour entre plusieurs aéroports américains et puis la Havane dès 1930. Ouais. Écoute, moi, je viens de Québec. Là, ça a pris longtemps avant qu'il y ait un vol direct entre l'aéroport de Québec, la ville de Québec, et puis Paris. Oui. Ça a pris au moins en 2010. C'est ça. Fait qu'imagine, eux autres, ils avaient déjà mis leur priorité à d'autres places déjà à cette époque-là. C'est ça. Mais il y a une chose que je trouve absolument fascinante, c'est que Cuba est aussi une plaque tournante pour les finances des grandes familles mafieuses. L'argent qui entre dans les poches du syndic du crime va se faire recycler à travers des casinos, à travers des boîtes de nuit, à travers des restaurants, à travers des bars à Cuba. Et durant la Prohibition, le nombre de bars à Cuba en particulier augmente. Il y a 7000 bars qui sont construits en une décennie à travers Cuba. Une bonne partie, évidemment, à la Havane. La Havane devient à toute fin pratique, pour certains secteurs de la ville, une place d'expatriés américaine qui vient avec beaucoup d'argent et, comment je pourrais dire ça? Beaucoup de soucis aussi pour la population locale qui voit ça et en même temps, disons, la corruption organisée des fameux 14 amis de Batista. Ah ouais. Déjà, un des personnages qui va être important sur l'île de Cuba, Fidel Castro, déjà jeune, il était révolté en voyant les conditions de pauvreté sur les plantations et ainsi de suite, les ouvriers, puis il avait déjà comme dit à son père qu'il était comme il en faisait pas assez, puis il avait déjà fait une première grève, déjà, je pense, vers l'âge de 14 ans à peu près, monter une grève des ouvriers sur une plantation. Fidèle, ça? Oui. Fait que déjà, il y avait une fervence contre l'injustice sociale. Tu sais. Puis l'île de Batista, sous sa gouverne, ben, ça regorgeait. Hein? Puis même quand la prohibition va terminer, Batista va quand même contrôler encore le pays d'une main de fer. Ça va l'aider la Seconde Guerre mondiale parce que, veut pas, le regard des États-Unis est vraiment braqué sur l'Allemagne nazie puis le Japon. Batista va quand même de plus en plus contrôler le pays d'une main de fer. C'est là que ça va prendre une autre tournure graduellement. La mafia, elle va avoir encore des liens avec Cuba, mais là, en ayant créé plus tard son paradis monétaire qui est Las Vegas, puis ce territoire-là qui est un désert au niveau même légal de pouvoir exploiter le vice américain, Cuba va perdre un peu d'intérêt aussi à certains niveaux. Ayant joué son rôle, la mafia passe à d'autres choses. Mais ce que tu me dis, là, juste pour être sûr que je comprenne bien, c'est que
Las Vegas, c'est une conspiration du crime. Euh, en fait, c'est ça. Il Vraiment? n'y aurait pas eu... Sérieusement, il n'y a rien là-bas. Il n'y a Mhm. pas de ressources intéressantes. Il n'y avait pas de ville principale. C'est du désert. Puis là, tu détournes quand tu y penses pour construire une ville qui a besoin autant de lumière, autant d'énergie, Mhm. autant de ressources, attirer plein de monde pour aller jouer dans les casinos. Parce que cet État-là, c'en était un qu'à l'époque, il n'y avait aucune législation sur le jeu. Je comprends. Après ça, pour la boisson, il y avait aussi des zones grises. Bref, ça a été parfait pour eux de commencer à construire dans cet endroit-là, où il allait avoir un peu la paix. Puis aussi, c'était un point central pour eux parce que la mafia était principalement située à New York et à Chicago. Mais pour aller sur la côte ouest, il n'y avait pas vraiment de point d'arrêt au milieu. Puis Nevada, ça a été un bon endroit pour commencer à bâtir ce point-là, Las Vegas, pour plus tard étendre leurs tentacules jusqu'en Californie, puis d'autres endroits. Fait que c'était perçu comme étant un node parmi d'autres dans un Mhm, processus d'expansion. exactement. Puis ça a du sens parce que à l'époque des années d'or de la mafia américaine, puis déjà là, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais on va dire pour les besoins de la cause de la mafia italienne, je suppose, basée plus ou moins à New York, Cuba, c'était le début. Parce qu'ensuite, il y avait la République dominicaine. Oui, On voulait commencer à Cuba à faire l'expérimentation de l'internationalisme du syndicat du crime. oui. Et puis après ça, une fois que, disons, le marché cubain serait suffisamment consolidé, on ira en République dominicaine et après ça dans plusieurs autres îles Mhm, et on répéterait aussi longtemps qu'on le pourrait. Et puis là, ben, les opportunités d'affaires, d'après moi, ont commencé à péricliter. Pourquoi? Parce que les interdictions sur la production et la vente et le transport de l'alcool ont fini par disparaître aux États-Unis. C'est-à-dire l'incitatif à aller faire le travail sale à l'étranger oui. est disparu. Est-ce que c'est une bonne façon Oui, de résumer ça? d'une certaine manière, oui, très bien. Puis je pourrais te dire que ce qui peut être intéressant, c'est que la prohibition, autant que ça a servi énormément de revenus pour le crime organisé, ça l'a rendu plus puissant. Mhm. La fin de la prohibition, ça va être commencer à être leur déclin aussi. La fin de Pourquoi? la prohibition et le début du déclin. D'une certaine façon. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement, l'État américain va ramasser à en reprendre du revenu, du poil de la bête, un peu, je dirais, à faire des organisations mieux organisées comme le FBI, Mhm. aussi, le crime organisé, pour refaire du revenu, encore plus juteux, je pourrais dire, excusez l'expression, ils vont se tourner vers la drogue dure, la cocaïne ou d'autres produits de même. Puis là, ça va être bien plus facile pour eux de s'attaquer à ces groupes-là parce que justement, c'est beaucoup plus illicite, plus facile de les mettre en prison. Alors que l'alcool, même si tu mets la prohibition, il y a tellement de gens qui en consommaient illégalement qu'il aurait fallu mettre la moitié du pays en prison. Hmm. Donc, ceux qui en profitent, ainsi de suite. Alors que les drogues dures, c'était plus facile pour eux. Fait que le déclin de la mafia italienne, et puis la mafia américaine, ainsi de suite, ça va aller aussi un peu en lien avec. Mais ça se fera pas en une Ben décennie. c'est ça, c'est pas une disparition, c'est pas une faiblesse soudaine qui s'impose, c'est une transformation, C'est ça. c'est une adaptation. La mafia américaine est quand même assez présente, elle est quand même encore Ouais. aujourd'hui très organisée. Oui. J'appelle ça comme une métastase. Hein? C'est comme une Mhm, forme de cancer. Je veux dire, il se greffe sur l'économie, mhm. il Ouais. offre un besoin que les gens ont, parce que sinon, le but, c'est de faire du profit. Mhm, Puis souvent, ben, dans l'histoire, à cause comme par exemple, on a parlé de Batista, ben, c'est un régime qui était facilement pour eux accessible, qui était facilement corrompu, pouvaient faire leur grossir comme ils voulaient, tout à l'abri des agents fédéraux américains ou ainsi de suite. Fait que, tu sais, quand mhm, tu le vois, ces organisations-là, ils vont toujours péricliter autour des sources du pouvoir ou du revenu dès qu'ils peuvent en faire. Puis dès qu'ils ont fait de la mhm. répression, c'est pas grave, comme on vient d'en parler, ils vont aller se sauver dans un autre endroit, ils vont entendre un peu, ils vont en venir. Mais le reste que pour autant, lutter efficacement contre le crime organisé, je pense à. C'est là que tu le vois, c'est pas un pays qu'il faut que ça fasse la lutte, c'est une concertation internationale. Ouais. Puis je pense que une des choses qui est arrivée avec la fin de la prohibition,
ça a été le renforcement de la capacité américaine pour contrer les drogues, c'est-à-dire Mhm. un sentiment d'impuissance, euh, des apprentissages par rapport à la perte de vitesse, par rapport au cartel de la drogue, Mhm. donc plus d'agents fédéraux, plus de ressources pour le FBI, plus de ressources pour la Drug Enforcement Agency. Par exemple, durant la prohibition américaine, on a constaté la difficulté de pourchasser les, euh, les contrebandeurs d'alcool dans le sud des États-Unis, renforcement de la capacité étatique dans le sud des Ouais. États-Unis en particulier. Côté garde côtière, dans un autre épisode, on a parlé du fait que des avions de la La Première Première Guerre Guerre mondiale, mondiale, ouais. des avions se faisaient cannibaliser. On enlevait leurs moteurs, on les mettait dans des bateaux Mhm. pour faire essentiellement des, des cueillettes de rhum cubain. Et ces avions-là, je veux dire, Ces bateaux-là, c'est ouais. ça, les moteurs d'avion se retrouvaient sur des bateaux, puis les bateaux, ils allaient plus vite que les bateaux de la Mais garde c'est côtière. ça, les bateaux, il y avait plus de propulsion. Ils allaient plus vite. C'était n'importe quoi. Puis ça, la garde côtière qui était dans son enfance a appris, a eu plus de ressources, Mhm. etc. Tu sais, c'est intéressant parce que c'est toujours une question de espion contre espion, de solution contre solution, Mhm. de contre-solution, contre-collusion. Je veux dire, il y a toujours une espèce de rhétorique ou une espèce de, comment je pourrais dire ça, de danse entre adversaires qui fait qu'il y a une espèce de progrès qui se fait, qui fait que nécessairement la mafia a perdu du terrain, mais pas tant que ça. Puis nécessairement, les forces de la loi ou des autorités ont gagné du terrain, mais en même temps, pas tant que ça. Mhm. C'est toujours relatif, au Ouais, fond, carrément. quand on regarde ça dans le grand jeu des Ben, choses. tu sais, autant comme on parlait de Lucky Luciano, Mhm. il a fini par être emprisonné par l'État américain. Comment? Ils l'ont pogné, ils l'ont condamné, il est en prison. Arrive par la Seconde Guerre mondiale, il avait besoin de quelqu'un pour aider à mettre pied sur la Sicile. Lucky Luciano, il avait des contacts en Sicile. C'est un bon moment. Ça le servait un peu les États-Unis d'une certaine façon. Quel est le rapport de Lucky Luciano dans la libération de la Sicile par l'armée des Alliés puis le kit? C'est à prendre un grain de sel, mais ça montrait que quand même ces criminels-là, ils ont joué un rôle d'influence, Mhm. même dans des opérations majeures de la Seconde Guerre mondiale. Puis après, lui, il a pu faire sa retraite d'une certaine façon du crime organisé, mais pas tout à fait, là, parce qu'il a fini par mourir, mais tu sais, c'est particulier. C'est évite ces personnages-là. Même les Mhm. gouvernements, des fois, sont obligés de faire affaire aussi avec ces personnes-là à certains moments. La nécessité est mère de bien des inventions. Mhm. J'hésite entre deux expressions, là. À cheval donné, ne regarde pas la bride. Ouais. Et l'autre expression m'échappe pour l'instant. Mais ouais, c'est ça, aux grands mots, les grands moyens. Ouais, carrément. Parce que la Sicile, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la récupération de l'Europe avant la possibilité de faire un débarquement en Normandie. C'est l'ouverture d'un second front, autrement dit. Ouais, plutôt, c'est même l'invasion, la libération de l'Italie. Hein? Fait que c'est le renversement du régime de Mussolini. Et par là, Mhm. l'entrée en Europe, alors que l'Europe, Ouais. à toute fin pratique, est considérée comme étant imprenable à un moment vraiment critique. Fait que la Sicile est un point extrêmement stratégique. On peut percevoir que le calcul américain aurait été, il faut un gars qui nous permette maintenant d'atteindre des objectifs très tactiques tout de suite, maintenant, sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a? Lucky Luciano. Ouais. Est-ce que c'est une bonne personne? Non. Non. Est-ce mais- qu'on a une alternative? Non. Mm. C'est comme ça que j'imagine la situation. Ouais. Puis de toute façon, tu sais, quand Mussolini est arrivé au pouvoir dans les années 20 en Italie, la Mhm. plupart, il a fait une campagne de lutte contre la mafia italienne. Beaucoup de ces mafieux-là, ils ont Oui? émigré vers les États-Unis. Hein? Fait que ça l'a donné un peu les jalons après ça pour prendre dans la mafia voyons américaine. donc, C'est toi. tout.
c'est tous des anciens Siciliens chassés du régime de Mussolini. J'ai jamais pensé Fait à qu'eux ça. autres, ils attendaient le bus, le bon moment d'en revenir dans leur coin, leur patrie, tu sais. Mais Mhm. même donner un exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, si tu voulais trouver de l'huile d'olive, ça se trouvait pas. C'était toutes des productions de la Grèce ou de l'Italie. Fait que c'est la mafia sicilienne qui rentrait ça par le marché noir. Aux Ah oui. États-Unis, il y avait des quotas sur l'huile d'olive, mais c'est grâce à la mafia italienne que les gens pouvaient consommer de l'huile d'olive aux États-Unis. Fait que c'est pour ça qu'il y a un côté, oui, Mhm. OK, on parlait de la lutte contre la prohibition, mais d'autres produits de commun, la mafia te le permettait de y accéder. C'est vrai, dans un autre épisode, toi et moi, on a Hum. parlé un petit peu, mais malheureusement de façon trop brève, la façon dont les mafias italiennes aux États-Unis permettaient l'accès à des produits de luxe ou à des produits de haute gamme, y Mhm. compris l'huile d'olive. Ouais. Et le rhum cubain ou d'autres affaires de Mm. même. Mais ça, le Ah, rhum, puis tu les vois, cigares. on n'en a pas beaucoup parlé. Mhm. Puis, tu sais, dans le temps d'une bière, on s'intéresse au rôle que l'alcool a dans la société, dans l'histoire, dans l'économie, mais Mhm. surtout dans l'histoire. Puis, s'il y a une chose qui revient souvent dans l'histoire des spiritueux, c'est l'être humain, d'abord, n'est pas fait pour ingurgiter des grosses doses d'alcool très fort. Nous, là, nos ancêtres, ils ont développé une espèce de gène à un moment donné qui faisait qu'ils étaient capables de métaboliser l'alcool pas mal plus vite que leurs ancêtres. Puis Mhm. c'était bien parce que l'alcool, ou en tout cas l'odeur, ou en tout cas le sens de l'alcool signifiait beaucoup de sucre. Puis beaucoup de sucre, ça voulait dire survivre dans un environnement où tu avais des carences perpétuelles. Fait que ça, c'est cool. Mais on n'est pas prêt, là, biologiquement, à absorber des onces et des onces d'alcool à 40% et plus. Encore moins, 80% ou 90%. Fait que là, arrive au 19e siècle, pour des gens qui n'ont pas des gros salaires, pour le commun des mortels, des alcools distillés que tu peux faire à la maison dans ton bain Ouais. avec très peu d'argent et ou de formation. Ça, Mhm. là, c'est sans précédent dans l'histoire. Nous ne sommes pas frais. On n'est pas fait pour ça. C'est pas pour rien qu'on découvre tout d'un coup l'alcoolisme au 19e siècle. C'est Mhm. qu'on réalise que, tabarouette, c'est pas normal qu'une personne ingurgite 4 verres de suite, des verres, pas des shooters, des verres Ouais. d'alcool à 40% et plus. C'est pas normal. Non. Biologiquement, là, on est des singes. On n'est pas fait pour absorber ça. C'est pas normal. Et pourtant, c'est pas régulé. On pense pas encore que l'alcool peut être dangereux, mais on commence à le découvrir. Là, on Ouais. commence à se poser des questions. On commence à découvrir les cirrhoses du foie. Les gens commencent à s'ouvrir les yeux. Ils disent, mon Dieu, mais voici Satan 2.0. Mhm. Et ça amène directement à la tempérance, ça amène Ouais. directement à la prohibition dont on parle. Mhm. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que c'est difficile de nous mettre dans la peau des gens qui ont vécu à cette époque-là, que ce soit aux États-Unis ou au Canada ou en France, mais en particulier aux États-Unis, où est-ce que de l'alcool en grand pourcentage, à prix très abordable, tout d'un coup, est présent partout sans aucune limite. Ouais. Puis qu'il y a des façons de le faire maison, comme on a pu vu, d'une manière artisanale, qui est pas tout à fait contrôlée encore là. Tu sais, c'est pas de l'État on n'est pas encore des États au niveau puissant qui sont capables de contrôler l'ensemble du territoire, puis qu'est-ce qui se produit, puis qu'est-ce qui pour faire des revenus. Fait que Mhm. ça joue un peu contre lui, hein, d'une certaine façon. Fait que des alambics, des alcools Mhm. faits maison, frelatés, ça couvre partout. Hein. Les gens se saoulent d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et puis, ben, nous, on parlait de Cuba là, jusqu'à Ouais. notre grande digression. Mhm. À Cuba, ce qui se passe, c'est que il y a des compagnies cubaines et américaines qui vont décider de relancer leur marché à Cuba à cause de la sécheresse américaine. Ouais. Il y a des compagnies comme Bacardi qui vont devenir extrêmement populaires, Mhm. entre autres parce qu'ils sont capables de dire aux consommateurs américains, écoutez, pourquoi ne pas laisser derrière les terres sèches et venir prendre des bains de Bacardi à 2 heures des côtes américaines? Et puis, il y a même certaines compagnies cubaines qui vont acheter des équipements brassicoles américains pour relocaliser la production ici, ben, je veux dire là-bas, à Cuba. Mhm. Et puis, tu sais, c'est fou parce que ça a un rôle culturel, économique, social et historique énorme pour Cuba. Je veux Ouais. dire, ça va changer le portrait Ouais. de Ça la va. ville de Ben, la Havane. ben, j'ai bien l'impression que sans la prohibition, sans la corruption apportée par Batista, hein, il n'y aurait Mhm. probablement pas eu de révolution cubaine. En tout cas, pas de la même ampleur, puis d'appauvrissement autant de la population, parce que c'est dur de voir
un autre pays d'Amérique latine qui a une- genre une corrélation entre crime organisé, casino de luxe, hôtel de luxe, tu sais, puis de l'exploitation pure et dure de l'économie vers du crime, vers la corruption, tu sais, parce qu'il y a d'autres pays d'Amérique latine, oui, la corruption était là, mais d'avoir autant d'avoir étrangers qui profitaient de la manne du pays, en tout cas, il doit y en avoir d'autres exemples, mais Cuba, c'est un cas particulier. Ben, le concept de l'étranger qui profite de la manne du pays, c'est au cœur des revendications sociales et politiques de pas mal toute l'Amérique latine. Oui. Parce que c'est l'histoire moderne de l'Amérique latine, la puissance étrangère qui arrive, qui dicte les conditions et qui dit ben, on va s'occuper de vos ressources maintenant. Merci, vous êtes bien gentil, mais on va vous contrôler. Il y a beaucoup de compagnies américaines, par ailleurs. Oui, ben ça aussi. Il y a tout l'aspect dont on avait parlé un petit peu plus tôt, guerre froide, dans lesquelles la folie, la phobie, la paranoïa pour toutes sortes de choses qui pourraient avoir le mot socialiste ou communiste dedans, qui est mélangé avec finalement ben, des intérêts corporatistes qui veulent maximiser des profits. Ouais. Puis pas besoin du crime organisé là-dedans, en plus. Mais c'est ça, je voulais t'en parler. Je réalisais une chose. Le crime organisé de New York, parce que c'est basé à New York, on s'entend. Une grosse partie, oui. C'est ça. Donnait autant de support en armes et en argent à Batista qu'à Fidel Castro. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est parce que le calcul essentiellement pragmatique du crime organisé américain, c'était que peu importe qui soit au pouvoir, ces gens-là, ils allaient toujours être intéressés à avoir le support de la mafia. Et pourtant, Castro, il arrive au pouvoir et il met beaucoup de gens dehors. Oh ouais, puis... C'est sa plateforme, d'ailleurs. Donner Cuba aux Cubains. Ouais. Ben, je veux dire, c'est pas le seul argument de son argumentaire, mais c'est quand même au centre. Puis il va pas déroger, puis après ça va être le monde, ils vont prendre leurs jambes à leur cou, puis ils vont se sauver vers les États-Unis après. Hein. Tu voulais dire, ils vont partir la queue entre les deux jambes. Ils vont partir la queue entre les deux jambes, mais c'est ça. Ils vont juste quitter les Cuba après. Fait que tout ce qui est de ce monde-là, des casinos, le kit, ils vont rembarquer avec leur cash puis partir vers les États-Unis. Hein. Fait que ça va changer. Fait que c'est intéressant de voir que tout ce qu'ils ont essayé de construire va finir par partir aussi vite. Ça va s'effondrer comme un château de cartes, finalement. Ouais. Ben, tout ça prouve le haut niveau d'improvisation puis d'opportunisme de la mafia à Cuba. Ouais, des visions de grandeur qui ne sont empêchées par aucune capacité légale réelle, qui prouvent l'oppression du régime de Batista, qui est intéressé à favoriser ses 14 chums / amis, sans égard pour la population légale. Je sais pas ce que je voulais dire, mais j'ai fini par dire légal, mais c'est vraiment pas le bon mot. Et tout ça qui, évidemment, nourrit le discours très légitime de Fidel Castro, qui est finalement, est-ce que c'est très différent de ce que René Lévesque disait, genre le Québec aux Québécois? Je pense que c'était Jean Lesage. En tout cas, bref, je bifurque, je commence à mélanger trop de choses ensemble, ce qui est probablement, je vois que tu attestes. C'est ça, oui. Je pense que c'est le temps de clore en reconnaissant une chose, le monde est complexe. L'impact de la prohibition américaine à Cuba nous montre à quel point le culturel, le social, l'économique et l'historique sont intimement liés, toujours et encore plus. Fait que Frank, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le temps d'une bière. Oui, merci Pierre. Et je tiens à dire, si je ne l'ai pas déjà dit, que la bière d'aujourd'hui nous a été fournie par le dépanneur Rapido. On leur dit merci, allez les voir, ils sont bien sympathiques. Et moi, je vous dis, si vous nous aimez, si vous aimez notre discours, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, devenez nos amis, écrivez-nous, posez-nous des questions, interagissez avec nous. Vous allez voir, on ne mord pas. Et sur ça, je vous dis cheers et à la prochaine.